Osez entreprendre. Devenir son propre patron, gérer son entreprise, générer de l'emploi, contribuer à l'économie du pays, des valeurs nobles qui apportent satisfaction. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. L'émission Osez entreprendre décortique les mécanismes de création entrepreneuriale et vous donne la parole à vous, chefs d'entreprise, mais également aux porteurs de projets pour partager avec nous vos expériences et motiver aussi ceux qui se cherchent encore. Vous pouvez intervenir dans l'émission en appelant sur le 00228 91 09 71 71 pour poser vos questions à l'invité. Écoutez, vous êtes bien sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Il y a des nouveautés tout au long de cette émission. Nous allons, il y a beaucoup de changements, des belles rubriques. Voilà, vous allez découvrir tout ça tout au long de cette émission. Mais avant tout, on va parler d'un événement qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, c'est le Lomé Men Fashion Week qui aura lieu le samedi 26 juin au 2 février à partir de 20h. Donc, les billets sont disponibles à l'hôtel directement. Donc, mesdames, venez voir les plus beaux makes de Lomé, de la capitale, de la sous-région. Et voilà, vous n'allez pas regretter. Donc, nous, on y sera, bien sûr. Et voilà, on va baver. On va baver samedi 26 juin, donc à partir de 20h à l'hôtel 2 février. Donc je parlais tout à l'heure des rubriques, des nouveautés qu'on a mis en place dans Osez entreprendre. Chaque semaine, on va mettre en avant, on va découvrir un entrepreneur qui a réussi, donc qui inspire aussi les autres. Donc c'est une rubrique qui est présentée par Cathy, donc qui va nous présenter, nous faire découvrir un entrepreneur de la semaine. Bonjour Cathy. Bonjour Essie, comment ça va? Ça va. Bonjour à tous les auditeurs, vraiment ravie de prendre l'antenne ce matin, de pouvoir vous accompagner. Vous m'avez fait déjà rêver, Essie, là avec cet événement qui va arriver la semaine prochaine. Oui, je vois Cathy à bave déjà. Oui, j'avoue que j'ai l'œil qui frémit. Et puis je crois qu'il y a aussi de très très beaux créateurs, des créatrices et des créateurs togolais et internationaux qui vont habiller les plus jolis garçons de Lomé. Alors, on prend déjà rendez-vous. Donc, je suis venue vous parler d'un portrait d'entrepreneur. Alors, c'est vraiment une success story que je vous propose. Nous allons aller directement au Cameroun. Et au Cameroun, vous allez faire la connaissance du docteur Paul Fokam Kamogne, qui est une des plus grosses fortunes d'Afrique francophone, surtout d'Afrique centrale, puisqu'il pèse à lui seul 7 milliards de dollars. Je parle pas en franc CFA, je parle en dollars. Et donc c'est un homme qui s'est fait tout seul, c'est vraiment un self-made man. Il a fait ses études en France, dans la région de Bordeaux. Lui-même est originaire du Cameroun, dans la région de l'Ouest. Il est Bamileke, de l'ethnie Bamileke, et cet homme-là a vraiment eu du nez. C'est vraiment un entrepreneur dans l'âme. Cet homme a fait ses études en France et quand il est revenu, il avait un petit pécule. Et avec son petit pécule, il a commencé à acheter des petites parcelles de terrain parce qu'il avait entendu dire que dans cette région où il demeurait, il allait y avoir une université. Bon, ça a mis du temps à se mettre en place, l'université, et donc du coup, il a acheté des petites parcelles de terrain. Et il a mis ça de côté. Ensuite, il a travaillé dans une banque française qui a fini par se retirer, et il a racheté peu à peu les parts de la banque jusqu'à devenir son propre patron. Donc il a réussi vraiment à tout mettre en place et à devenir vraiment un des maestros de la banque et des finances au Cameroun, puis ensuite sur l'ensemble du continent. Donc c'est un homme qui est, on peut dire, une volonté panafricaine énorme, parce que c'est quelqu'un qui fait tout pour que l'Afrique ait vraiment une vision absolument planétaire. Et donc cet homme-là, qui est né, je l'ai pas dit, c'est pas un jeune homme, il a maintenant 72 ans, il est né le 27 juillet 1948. Il a investi peu à peu et depuis maintenant de nombreuses années, il est à la tête d'une banque d'assurance. Il est aussi chef de plusieurs entreprises. Il est aussi
le patron d'une chaîne de télévision panafricaine qui est assez connue sur le continent et qui a une volonté aussi internationale. Elle est aussi basée à Londres depuis à peu près 2015. Donc vraiment, c'est un homme qui a une volonté entrepreneuriale qui n'a pas d'égal. Et donc petit à petit, je reviens sur son adolescence ou sa jeunesse. Il a réussi à ce moment-là, ces petits terrains, je vous ai dit tout à l'heure, il avait acheté des petits terrains autour de lui, des parcelles de terrain autour de l'université. Et quand il a vu que les terrains commençaient à augmenter, il a commencé à vendre à son tour ses parts, et c'est comme ça que sa fortune s'est faite. Et cet homme a vraiment la volonté de faire rayonner le continent africain sur l'ensemble du continent d'abord et ensuite de l'ensemble de la planète. Alors on peut aussi le découvrir à travers ses écrits, parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages qui sont dans une volonté d'entrepreneuriat. Donc il va vraiment donner des idées aux jeunes entrepreneurs. Alors ça, je pense que c'est assez important que vous puissiez noter ces ouvrages. Il y a Et si l'Afrique se réveillait, un de ces ouvrages qui compte sur l'économie africaine et comment on peut sortir vraiment de l'ornière, sa volonté première. Et ensuite, vous avez L'intelligence économique, qui sont ces deux ouvrages phares, parce que c'est vraiment un homme qui a ce but primordial pour lui, c'est de pouvoir voir l'Afrique sortir de l'ornière, comme il dit. Donc il finance énormément de choses. Il a aussi une université, figurez-vous. Ah oui, il est vraiment. Il est vraiment inscrit. Complet, comme on dit. Exactement. Il est inscrit sur cette ligne de conduite des entrepreneurs qui sont un peu des patriarches et qui en même temps donnent les outils aux plus jeunes. Donc il va permettre à plein d'entreprises de pouvoir aussi voir le jour. Donc c'est vraiment un grand homme. Je pense que quand on a la chance de l'avoir rencontré, on peut voir qu'il y a la force de ces hommes-là, c'est souvent l'humilité. Et ce ne sont pas des gens, quand on les voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent, mais figurez-vous qu'ils savent exactement quoi en faire de cet argent-là. Il n'y a pas besoin de montrer qu'on est, de se l'afficher, qu'on est riche ou qu'on a de l'argent en fait. Et ce qui est bien aussi à travers ces bouquins, c'est qu'il donne ça, qu'il partage ça aussi aux jeunes ou aux porteurs de projets, quoi. C'est ça qui est aussi très très bien. Exactement, c'est vraiment sa volonté, c'est de pouvoir partager son savoir, de faire en sorte que l'Afrique soit émergente, c'est sa priorité. Que l'Afrique soit émergente, donc ça passe par l'intermédiaire de l'université, donc qui est sanctionné par un diplôme, donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, et en même temps de pouvoir forcer l'économie africaine. Et je répète, ces deux ouvrages, Et si l'Afrique se réveillait et L'intelligence économique, qui font partie des ouvrages à avoir sur sa table de chevet, pas simplement pour faire joli, mais c'est surtout pour les lire et apprendre énormément et s'inspirer de tout ce qu'il a pu faire pour la jeunesse et pour l'Afrique. Écoutez, c'est très très bon comme un bon portrait. Donc comme je le disais tout à l'heure, chaque semaine tu vas nous présenter un portrait d'entrepreneur, donc une personne qui a réussi, qui inspire aussi les autres. Donc voilà, mais soyez à l'écoute, puisque l'émission Osez entreprendre aussi, c'est ça, c'est fait pour ça. Donc les gens peuvent aussi nous envoyer leur comment vous dire ça, nous envoyer aussi des portraits. Oui, donc parce que bon là on s'arrête pas que au Togo justement, puisque c'est complètement ouvert, on parle de toute nationalité. Donc ça c'est intéressant aussi de pouvoir aussi inspirer des jeunes, la jeune génération. Donc j'espère qu'on aura l'occasion aussi de voir les portraits des jeunes aussi qui ont sauté le pas et oui, tout à fait, Mimi, parce que en fait, on se rend compte que effectivement, vous avez des grands de ce monde. Il n'y a pas simplement les milliardaires qui font aussi l'Afrique, mais vous avez aussi les jeunes qui sont des exemples à suivre. Alors on revient un peu sur Jacques Legault, dont on a parlé de son événement la semaine prochaine. C'est pas le seul justement qui l'organise, puisqu'il y a le grand festival aussi international de la mode en Afrique, le FIMO 228.
Bah, c'est quoi? C'était la 8e édition cette année? 8e édition cette année. Donc voilà, ce sont des hommes, des jeunes, hommes ou femmes, peu importe, mais ce sont des jeunes qui sont vraiment là pour montrer que avec un peu d'idées, avec aussi quelques moyens, pas forcément de gros moyens, on peut vraiment sortir et faire des choses exceptionnelles, et que l'entrepreneuriat, c'est ces idées qu'il faut essayer de mettre en place et surtout ne jamais lâcher. Et à travers ces portraits qu'on va vraiment coudre au fur et à mesure des semaines, vous allez vous rendre compte que si on a des idées et qu'on a ce génie entrepreneurial, eh bien effectivement on peut devenir quelqu'un de grand, et que peu importe si on est jeune, si on a 25, 30, 40 ou 70 ans, peu importe l'âge, c'est d'avoir ces idées et de pouvoir justement tracer sa route et permettre aux autres aussi de vous suivre et d'être la lanterne qui guide le chemin. Souvent aussi, ces jeunes-là disent quand ils sont avec leur jeune âge, quand ils vont demander des partenariats, des choses comme ça, les gens les prennent pas au sérieux. Donc ils disent oh mais qu'est-ce que lui il connaît dans l'entrepreneuriat, alors que c'est comme on dit là, il y a pas d'âge. C'est déjà comme j'ai eu notre invitée de la fois dernière, Afia Mala, qui disait que dès son plus jeune âge à l'école, elle vendait déjà des toffees, c'est des caramels qu'on fait ici, qu'elle vendait à ses camarades à l'école. Oui, c'est ça, c'est l'esprit d'entreprise, et parfois ça arrive de très très petites choses. Ça peut commencer même, comme vous le disiez Mimi, ça peut commencer vraiment depuis le plus jeune âge, depuis la cour de l'école, quand on commence à acheter et vendre, et mettre de côté, investir, et puis après faire un effet boule de neige. Eh bien, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est pouvoir réussir à générer de l'argent, et puis aussi de générer aussi des personnes qui vous suivent et de pouvoir offrir de l'emploi aussi pour les autres. C'est ça. Merci beaucoup Cathy, et à la semaine prochaine avec une nouvelle découverte. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très bonne émission. Merci, à la semaine prochaine Cathy. Donc ce matin, vous avez vu, on a partagé un peu partout. Donc j'ai le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui Monsieur Kodjo Sena Wengbeme. Enfant. Il est fondateur et directeur de la chaîne de télévision musicale DBM TV, mais aussi détecteur de talent, producteur et développeur de carrière. Donc il est ancré dans l'univers musical depuis un bon moment d'ailleurs, où il a créé les labels Nouvelle Donne et Wemb, d'où de nombreux artistes du rap et de R&B français sont passés, tels que Olkinry, Kamnouz, Dibidobo, les DS, et j'en passe. Donc il est avec nous ce matin pour nous parler de l'industrie de la musique et comment il dirige sa chaîne Digital Black Music. Bonjour Kodjo. Bonjour ici. Désolé pour le retard. C'est les aléas du direct. Donc en tout cas merci d'être avec nous ce matin. Donc nous on se connaît depuis un bon moment, c'est depuis 2007 à Paris où j'ai eu au moins ça fait ça ne rajeunit pas du tout, où on a eu je vous ai eu en interview, c'est quand vous étiez vraiment, c'est quoi, Nouvelle Donne, Wemb, tout le monde est passé chez toi à l'époque. Bon, tout le monde, on va pas dire ça, mais on a travaillé avec beaucoup d'artistes, toute la crème de la musique urbaine en France là-bas. Et puis cette période où on s'est rencontrés, justement, c'est là où j'étais en train de réorienter un petit peu l'univers du label avec la création de Wemb. Justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parlez-nous un peu de votre parcours et comment vous êtes arrivé dans cet univers. Dans l'univers de la musique? Oui. Bon, je pense, comme tous les acteurs, les vrais acteurs culturels, c'est la passion qui nous guide avant toute autre chose. Puisque depuis très jeune, en fait, moi j'ai toujours été passionné de la musique, de la danse, etc. Même si je ne suis pas un grand performeur, je ressens la chose. Et donc, ne pouvons pas faire carrière dedans, j'ai plutôt misé sur les études en me disant que je serai derrière. Donc c'est vrai que l'esprit d'entrepreneuriat, je l'ai eu très jeune, puisque très rapidement j'ai fait des projets pour pouvoir aller à la rencontre d'une autre culture ce qui me fascinait à l'époque, c'était les États-Unis. Oui.
puisque nous, quand on est de l'urbain, tout de suite, le mythe pour nous, c'est d'aller aux États-Unis voir comment ça se passe, etc. Donc très jeune, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse qui s'appelait Défi Jeunes, qui était fait par le ministère de la Jeunesse et des Sports en France. Et donc j'ai fait un projet avec 4 potes et on est parti là-bas pour essayer de découvrir un petit peu ce qui se cachait derrière ce mythe américain, etc. Le rêve américain. Et donc on est parti, on a tourné un clip, on a fait un petit reportage sur les ghettos américains, etc. Et j'avoue que après ce voyage, c'est là où j'ai une prise de conscience, en fait, qui me montrait que les États-Unis, c'est pas ce qu'on voyait à la télé, quoi. Il y a ce qu'on voit à l'écran. Et la réalité. Et la réalité. Et donc, c'est là où j'ai pris conscience qu'en France, en fait, on n'était pas si mal que ça. Et donc là, j'ai voulu un petit peu me responsabiliser et j'ai monté une association de jeunes pour un petit peu accompagner les plus jeunes, même si moi, je n'avais que 17 ans à l'époque. Wow. J'avais déjà cette prise de conscience. Et on a monté une association pour aider les jeunes dans le quartier, etc., pour pas qu'ils dérapent, qui soient occupés en dehors des temps de scolarité où ils sont livrés à eux-mêmes à travers le sport. Donc c'est là où on a monté les premiers projets de basket, de tournoi de basket qu'on appelait streetball à l'époque. Et suite à ça, on a monté des tremplins, d'événements, de concerts de rap, on a mis en place une fête de la jeunesse jusqu'à... Bon, je vais pas raconter ma vie, mais ça m'a permis en tout cas de grimper très rapidement dans l'échelon, puisque rapidement j'ai été retenu par la mairie pour être dans leur liste pour une élection en tant que conseiller municipal. Oui. Et au bout d'un an, je suis devenu maire adjoint. Mais la passion de la musique était là, donc j'ai remonté en parallèle mon label Nouvelle Donne. Et au bout d'un mandat, moi j'ai arrêté ces affaires de politique parce que je mets trop de cœur dans ce que je fais et généralement les gens sont très ingrats. Donc j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Et c'est là que je me suis consacré vraiment à Nouvelle Donne, où j'ai signé pas mal d'artistes, dont Olkeri, Agression Verbale, Daomen, et puis progressivement on est monté crescendo jusqu'à This is la peste, qui a été le plus gros succès du label, où je crois à 25 ans j'avais fini mes études et j'ai monté le label officiellement en tant que SARL, puisqu'avant j'étais plutôt dans une forme d'association. Et là, avec This is la peste, ça a été tellement de grand carton que toutes les maisons de disques voulaient signer à l'époque. Donc, on était dans la dernière année du franc. Donc, j'ai signé un contrat de licence sur ce projet à 1 million de francs. Wow. Et 8 mois après, bon, l'artiste a pété les plombs tellement on vendait d'albums que il a pris la grossette. Il voulait partir. Donc, on a re-signé avec Universal pour revendre son contrat. Et là, on a vendu ça à 1 million d'euros. Donc, ça a été mon plus gros coup, en tout cas en business musique. Et derrière ça, avec ce 1 million d'euros, ça a permis vraiment de structurer le label, de signer d'autres jeunes, de les développer en tant qu'indépendants. Et comme on fait bien le travail, ça a appelé d'autres contrats jusqu'à signer un label deal, toujours avec Universal, un label deal de 5 ou 6 ans, sur lequel là j'ai sorti tous les autres derrière, hein, c'est-à-dire Olkeri, Django Jack, Camnouz. J'avais même Jams, et que finalement on l'a fait signer chez Hostile à l'époque. Donc j'ai pas pu sortir le projet, mais en tout cas j'ai contribué à sa signature à l'époque puisqu'elle était sur Nouvelle Donne. Et derrière, bon, on a fait Camnouz, Nesbill, les DS comme tu dis. Et en 2007, je crois, là, j'ai vraiment vu ce qu'on appelle le plafond de verre au niveau de la France, parce que j'étais arrivé à un niveau où j'arrivais plus à aller plus loin, en fait. Tu vois, alors qu'il y a eu plein d'opportunités. Pourquoi? Tu connais, on a une réalité. Bon, pourquoi? Parce que, bon, j'aime pas trop ça, mais je dirais déjà parce que je suis noir. En tant que noir, des quartiers en France, je ne veux pas dire que c'est pas bien vu, mais à un moment donné, dans notre secteur, il y a des paliers auxquels on n'accède pas. Et donc, j'en ai parlé à l'époque avec Pascal Nègre,
qui était le patron d'Universal, qui m'avait approché parce que j'avais un projet, un artiste qui l'intéressait, alors que son concurrent de Warner, Thierry Chassagne, voulait le signer. Et comme il y avait une guerre entre Universal et Warner, parce que Warner avait volé Johnny Hallyday à Universal, donc lui, à chaque fois que son concurrent était sur un bon coup, il voulait lui chipper. Et donc là, je me suis retrouvé dans ce truc-là, mais sans savoir en fait. Et donc il m'a dit, voilà, moi je veux ton artiste et tout. Et là, il m'a promis beaucoup de choses, genre... tu vas devenir le numéro 2 de ULM, qui était le plus gros label d'Universal à l'époque, qui est dirigé par, comment il s'appelle, Olivier Nus, qui est aujourd'hui le patron d'Universal, que tu vas devenir son adjoint parce que tu es plus artistique, tu vas être le leader de la musique urbaine d'Universal, un salaire de 17 000 euros, donc beaucoup de choses. Donc quand on te promet ce genre de choses et que en face Warner veut juste te signer un projet, le choix est vite fait. Tu vois, donc je suis tombé dans le panneau, je lui ai emmené mon artiste, mais j'ai exigé qu'il me signe le deuxième album de Factor X quand même. Et bon, je crois qu'on était en février ou mars, et finalement il dit que les budgets sont reconduits en mai. Donc mon contrat devait signer au mois de mai, quoi. À partir du moment où je lui ai emmené mon artiste et qu'on a fait la signature, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai jamais revu. Oh là, mon Dieu. Tu comprends? Et donc après, ça m'a mélangé, etc. Le projet n'a pas été soutenu par Skyrock parce que Skyrock voulait que j'aille chez Warner. Bref, et j'ai vu que je tournais en rond et que vraiment... Skyrock, c'est une des plus grandes radios aussi en France. Numéro 1 sur l'urbain, dans le monde même. Et que bon, j'ai vu que voilà quoi, il y a une machination qui est là. J'ai dit à Pascal Nec, je comprends pas pourquoi dans toutes les maisons de disques nous sommes des fourvoyeurs de talent, c'est nous qui vous faisons gagner de l'argent, mais personne d'entre nous n'a un poste de responsabilité dans vos structures, quoi. À part le vigile en bas et de temps en temps une assistante qui va être là pour recevoir les appels. Mais bon, il dit non, de toute façon, moi, je me bats contre ça, blablabla, blablabla, c'est pour ça que tu vas arriver. Donc ce discours m'avait convaincu, quoi. Et finalement, bon, c'est mort, et après, ça a été plus difficile. Et là, j'ai compris que, bon, on est un peu limité, en tout cas dans notre secteur. Et passionné de l'Afrique, de mes voyages avec Factor X, parce qu'on était quand même, après Bisson à Bissau, les premiers à beaucoup tourner sur l'Afrique, avoir pris conscience qu'il y avait une opportunité aussi. Beaucoup de potentiel. Voilà, de retourner chez nous, qu'il y avait un marché à construire. Donc c'est là où j'ai dit, bon, je vais ouvrir en tout cas une deuxième ligne, qui est le catalogue WAMB, qui signifie World Urban Music Black. Et donc sur ce label, je voulais vraiment développer de la musique afro, caraïbe. Il y avait le coupé décalé qui était là, mais on leur donnait pas assez de visibilité. Donc je me suis dit que tiens, on va essayer de donner un peu de visibilité à ce style musical qui émergeait, mais qui n'avait pas accès aux grands médias. Et là, on a fait la compilation Coupé décalé Mania. Et donc c'est sur ça que je crois qu'on s'est connus. On a lancé cette grosse campagne de communication Africa numéro 1 à toutes les plateformes. Et le grand succès qu'il y a eu là-dessus, c'est que j'avais quand même réussi à ramener le coupé décalé au grand journal de Niso sur Canal+. Justement, en tant qu'entrepreneur, vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat très très tôt. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui ou entre aujourd'hui et avant, c'est quoi qui est plus arrangeant en fait pour la création d'entrepreneuriat? Aujourd'hui, c'est encore serré. Non, je dirais qu'aujourd'hui tout est simplifié quand même pour créer une société. En un clic, c'est fait. Il faut avoir la bonne idée. Après, ça dépend aussi dans le secteur où on se positionne. Mais avec le digital, il y a énormément d'opportunités. À l'époque, il n'y avait pas... En tout cas, je parle comme un vieux, mais en tout cas de mon temps, comme j'ai commencé très jeune, il n'y avait pas trop ces histoires d'Internet. On était encore en Minitel. Les bips, tout travail.
Les beepers à l'époque. Oh là là. Il n'y avait pas les téléphones, le GSM à outrance, il y avait les tatous. Les tatous. Voilà, là, on a tout connu. Donc, non, je pense qu'il est plus facile aujourd'hui d'entreprendre. En même temps, il y a beaucoup plus de concurrence. Oui. Puisque le marché est plus facile d'accès, donc il y a plus de monde qui se positionne. Et donc, il faut encore redoubler d'efforts pour sortir du lot. Et avec le digital, c'est encore plus complexe, en tout cas sur nos secteurs. Notamment, si moi je ramène ça à la musique, avant on pouvait développer des artistes sur le talent et sur des coups de cœur. Aujourd'hui, on ne développe pas les artistes sur le talent ou des coups de cœur, mais on développe sur des statistiques grâce au digital. Aujourd'hui, les maisons de disques ne s'intéressent aux artistes que par rapport aux followers qu'ils ont sur Facebook, Instagram, YouTube, combien de vues ils font sur les clips. Et c'est ça qui permet de mesurer si un artiste est rentable ou pas? Ah bah bien sûr, oui. Aujourd'hui, autant c'est une opportunité, autant c'est un frein pour beaucoup, parce que des fois vous avez des trucs qui matchent, mais qui sont tout pourris. Oui. Ou aussi parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, donc ils peuvent tricher en achetant des vues. Il y a plein de systèmes en tout cas pour truquer. Mais ce qui est quand même bien avec la technologie aujourd'hui, c'est que, en tout cas dans l'industrie dans laquelle nous on est, c'est que grâce aux chiffres, grâce aux statistiques, on devient une économie qui devient presque une économie normale, qui peut se construire sur des statistiques, et que demain tu peux aller voir une banque pour dire tiens je veux emprunter de l'argent, et on va te dire oui mais sur quelle base tu te places pour vouloir que l'on te prête de l'argent, quel est ton business plan. Et grâce au digital aujourd'hui on peut faire des business plans sur une carrière, sur un catalogue, parce qu'on sait que voilà nos statistiques par rapport à tel projet, l'artiste, il y a tant de temps, il faisait tant de milliers de vues sur YouTube. En streaming, il faisait tant, mais on constate que depuis un an, il a grâce à un titre, il a changé de cap, il a tant d'abonnés maintenant sur sa chaîne. Chaque nouvelle sortie, il fait tant de centaines de milliers ou de millions de streams. Et donc, avec ça, il y a une valorisation qui peut être faite. Et on peut dire qu'à l'instant T, ta boîte, elle vaut je sais pas, moi, peut-être 50 millions de francs CFA. Il y a un an, elle valait peut-être 5 millions. Et donc, si on se projette, dans 3, 4, 5 ans, elle va valoir peut-être 500 millions. Tu veux emprunter combien? Ok, donc on sait qu'on peut. Il y a aujourd'hui des outils d'évaluation qui peuvent permettre d'être crédibles, d'aller chercher des financements grâce au digital. Oui. Donc, c'est vrai, j'ai commencé en disant que c'est un frein. Mais c'est aussi une opportunité de business parce que grâce à ça aujourd'hui, des entreprises du secteur peuvent rentrer en bourse. Il y a vraiment une rationalisation de ce secteur qui est en train de s'opérer et de rendre nos activités un petit peu comme des activités, on va dire, classiques. Oui. Écoutez, je vais juste, parce que c'est un appel, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure au début d'émission, vous pouvez intervenir dans l'émission en appelant au 00228 91 09 71 71, donc je le répète, 00228 91 09 71 si vous avez des questions à poser à notre invité. Donc justement, vous êtes aujourd'hui, Kodjo, à la tête d'IBM TV, donc Digital Black Music TV, depuis 2017, c'est ça? Oui. Voilà, une chaîne musicale qui cartonne partout dans le monde. Donc comment est né ce projet? Ce projet, c'est dans la continuité, comme je dis, de ma passion pour la musique, et puis cette évolution dans ma carrière, à un moment donné, je voulais vraiment plus donner à l'Afrique, parce que je pense que j'avais atteint mon plafond de verre au niveau de la France, et c'était dans toute difficulté, c'est une opportunité qui s'offre à nous. Donc, tu vois, je parle de plafond de verre, mais peut-être que si tout roulait bien, pour moi, j'aurais peut-être pas forcément eu cette prise de conscience aussi rapide. Pas osé tu vois, franchir le pas.
Donc, du coup, il y a eu ce regard sur l'Afrique où je suis venu, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé avec Espoir 2000, Dibidobo, Miguelito, etc. Et ensuite, j'ai été recruté par Trace pour développer leurs activités Au Burkina, Bénin, Togo, Niger, etc. Et à la fin de cette collaboration, j'ai voulu aller plus loin en lançant mon propre média, puisque ma volonté, mon rêve de toujours, c'est de monter une, entre guillemets, une majeure compagnie panafricaine, où on aurait la maîtrise vraiment de nos contenus, de notre développement, parce qu'il n'y a personne de mieux que nous pour connaître ce marché. Oui. Et pour cela, il est très important d'avoir des plateformes de visibilité, de promotion, pour pouvoir engendrer ce genre de projet. D'où cette première collaboration avec Trace, puisque je voulais que ce label soit justement affilié à Trace, un petit peu comme ça se fait ailleurs, notamment avec aujourd'hui tu as Play et tout, qui est un label de TF1, où tu as M6 Interaction qui est un label musical pour M6. Donc moi je suis parti sur ce modèle-là en me disant que sur l'Afrique, on a un média transversal sur tout le continent, en tout cas francophone, et auquel on peut justement y greffer un label. Et ça fait une énorme opportunité pour vraiment agréger des contenus et créer un modèle économique pour nos artistes, etc. Bon, ça n'a pas pu aller au bout, même s'ils m'ont piqué un peu le truc à la fin avec leur talent business. Et que j'ai monté de toutes pièces d'ailleurs, au passage. Je suis parti sur DBM justement pour aller au bout de ce projet et avoir la main totale sur mon business. Et voilà, on est arrivé sur Canal. Comme tu sais, en 2 ans, on a fait plus que bousculer la concurrence, le monopole existant, qui nous a valu ce que tu sais aussi. Hein. Et donc, je continue toujours à me battre sur ce projet, puisque la chaîne continue d'émettre sur Eutelsat César, ce qui nous permet de couvrir toute l'Afrique subsaharienne. Donc tous les gens qui ont des paraboles, notamment avec des boîtiers Strong ou d'autres, nous reçoivent. On est aussi sur des bouquets de StarTime qui sont dans une dizaine de pays de l'Afrique francophone et partout dans l'Afrique anglophone. On est aussi, on travaille avec Orange dans leur box, en Côte d'Ivoire et ailleurs, partout où ils ouvrent la télé digitale. Donc c'est gratuit, c'est sous abonnement, comment ça se passe? Bon, en tout cas pour Strong c'est gratuit. Oui. Pour StarTime, on est dans le bouquet basique, classique. Et Orange, pareil, quoi, mais je pense qu'il faut souscrire un petit abonnement qui n'est pas propre à nous, hein, mais propre à leur bouquet. On est aussi à l'extérieur de l'Afrique, puisqu'on est sur le plus gros bouquet à l'île Maurice. Oui. On vient de rentrer aussi sur le nouveau bouquet national des Comores. On est au Madagascar, et puis il y a aussi des gens qui nous ont repris aux États-Unis. Et on est sur tous les bouquets IPTV. Donc ça veut dire qu'en Europe, en France, partout, les gens ont accès à la chaîne. Et combien coûte une licence comme ça pour la mise en place d'une télévision? Bon, je ne peux pas donner une estimation parce que, comme dans tout business, c'est chacun avec son secret de fabrication. Oui. Tu comprends? Parce que, par exemple, quand on voulait lancer la télé, juste, normalement, pour se payer une licence de WinMedia, qui est donc le logiciel de programmation, high-tech, il fallait à peu près 30 000 euros, c'est-à-dire 20 millions, juste pour acquérir le logiciel, pour programmer. Mais derrière ça, tu peux aussi louer. Donc, en fait, tu as plein de schémas. Et nous, on n'est pas positionné comme une chaîne hertzienne, mais plutôt comme un éditeur de contenu. Donc, les coûts sont beaucoup moindres. On a moins de restrictions au niveau local, où là, quand on est une chaîne hertzienne, il y a des taxes, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de choses à payer. Donc, on est un petit peu... ça va, aujourd'hui, oui, on gère, ça va. On gère. Le plus difficile, c'est
on va dire, donner la visibilité à son média, c'est pas faire le média qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est l'accès. Justement, c'est quels sont les canaux à travers lesquels on va diffuser nos contenus. Sur l'Afrique, il y a un gros monopole de Canal+, donc. Mais est-ce que c'est facile c'est facile d'avoir une télé? Après, dans la vie, il n'y a rien qui est facile et il n'y a rien de difficile. Tout se passe dans la tête, c'est une question de volonté. Moi, je ne pourrais pas imaginer un jour que je pourrais être un patron de télé. Mais le paradoxe encore, je vais dire, grâce à Trace, je me suis trouvé cette intelligence, on va dire, c'est-à-dire, moi j'étais vraiment à fond dans la musique, mais le fait d'avoir travaillé avec eux et diriger leur activité, j'ai vu qu'en fait, au niveau de la musique, ce n'est pas que la production ou le publishing, notre corps de métier, on pouvait faire du 360, on pouvait développer plein d'activités dérivées autour. Notamment, moi, je travaillais beaucoup avec Airtel au Burkina. Donc, j'ai vu que avec un opérateur téléphonique, on pouvait être un fournisseur de contenu pour tout ce qui est ringback tone, les sonneries là, d'attente. On pouvait fournir beaucoup de projets de contenu, d'événementiels. Des trucs de ouf, tu vois, jusque même une télé aujourd'hui, c'est quoi, une télé musicale, c'est presque comme YouTube, mais sauf que là, tu as juste une programmation à faire de qualité, etc. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, ce passage-là m'a donné aussi une ouverture d'esprit, tu vois, qui montre que on pourrait faire la musique, c'est la base. Mais il y a énormément de choses à développer autour. Et vous travaillez tout seul ou vous avez des partenaires? Tout seul, c'est-à-dire? Est-ce que vous avez des partenaires ou c'est Coach Non, c'est pas Coach. Je suis un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise. J'ai toujours fonctionné. Bon, sauf les premiers jours, j'étais seul quand j'ai démarré Nouvelle Donne, mais très rapidement, j'ai trouvé une connaissance qui était un manager d'artiste, qui était Olivier. Oui. Tu l'as connu, lui? Non. Olivier Bernin, donc lui, quand il est arrivé, ça m'a soulagé, parce qu'il s'occupait vraiment plus de la partie technique de notre activité. Moi, je m'occupais plus du business. Ensuite, j'ai pris une autre personne qui était William, qui est aujourd'hui le patron de Rec 118. Donc, il s'occupait, lui, maintenant de la communication marketing. Mais au début, je faisais tout seul. Et au fur et à mesure, on monte une équipe, on devient plus performant, plus efficace. Et donc, aujourd'hui, sur la télé, les gens, ils voyaient DBM, mais en vérité, Kodjo, il programme pas DBM. Il y a un programmateur qui est là. Il y a un directeur d'antenne qui est là. Il y a toute une équipe qui travaille sur la partie communication, digitale, etc. Et moi, je suis, on va dire quoi, le géniteur, on va dire, de ce projet. Et celui qui est le garant de la ligne éditoriale et de la vision stratégique du projet. Mais si vous me dites qu'est-ce qu'on diffuse en ce moment, je vais vous dire je ne sais pas. Oui, puisque c'est pas mon rôle. Et surtout, je travaille avec des gens en qui je fais confiance. Comme dans une maison de disques. Bon, c'est vrai que moi, je suis très artistique, donc dans mon label, j'ai toujours eu un regard sur l'artistique, mais généralement, même, on s'entoure, on prend un DA qui s'occupe vraiment de coacher l'artistique. Tu as un chef de projet qui est là, qui met le plan stratégique de développement du projet. Tu as un label manager qui est là, bon, qui est mon rôle habituellement, etc. Donc oui, DBM, j'ai plein de partenaires. C'est grâce à mes partenaires que la télé aujourd'hui continue d'exister, de vivre, parce qu'on fait pas, pour l'instant, on fait toujours pas rentrer tant d'argent que ça. Les seuls revenus qu'on a ne viennent pas de l'Afrique. C'est l'île Maurice, parce qu'ils achètent la chaîne pour la diffuser. C'est les Comores. Mais sur l'Afrique, allez, Orange Côte d'Ivoire. Voilà, Orange Côte d'Ivoire nous verse un per diem par an. Mais c'est intéressant. Oui. Mais sinon, la télé tient parce que justement, j'ai des partenaires qui me font confiance depuis 4 ans, qui m'accompagnent et qui prennent en charge une bonne partie du projet sur leurs compétences. Si je les rémunérais, je pense qu'on aurait fermé DBM depuis longtemps. Depuis longtemps. Justement, on va, il y a
Il y a des personnes en ligne, hein, donc on va prendre un auditeur en ligne. Bonjour. Hector, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis en direct, c'est ça? Comment? Oui, vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Vous êtes monsieur? Ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien, hein, Kodio? Oui. Wilson Désiré. Et comment vous êtes monsieur? Wilson Désiré. Wilson Désiré. Donc vous avez une question. Quelle est votre question, monsieur? Je voudrais d'abord remercier le PDG. Merci. Vraiment, il fait beaucoup pour les artistes. D'accord. Je voudrais vraiment le soutenir dans son œuvre, quoi. Merci beaucoup. Et j'ai lu un de ses articles écrit par un confrère journaliste dans lequel on disait qu'il est né au Togo. Et je voudrais savoir si c'est vraiment une réalité, est-ce qu'il est né au Togo. Et ma deuxième question, pourquoi est-ce qu'avec Didi, d'abord le contrat a été rompu? D'accord. C'est tout? Et une troisième question pour finir. Qu'est-ce qu'il prévoit faire aujourd'hui pour le Togo, ce pays qu'il a vu naître? Et je vais profiter pour tirer un grand coup de chapeau à un jeune qui écrit beaucoup sur lui, M. Aristide Abidjan. Je ne sais pas s'il le connaît personnellement, mais il écrit beaucoup de choses sur lui. Grâce à lui, j'ai pu connaître un peu de sa vie, qui il est, qu'est-ce qu'il fait réellement. Et bonne suite d'émission à vous. Merci. Merci. Donc, je vais dire, tirer un chapeau à Aristide d'Abidjan, que j'ai dû entrevoir tout à l'heure. Merci de me faire connaître auprès de mes frères togolais. Oui, je suis né au Togo, à Tokwang-Badago. J'ai fait mes premières années ici, même si mes parents sont d'origine béninoise, je suis né à Lomé. Et j'ai la chance d'être né ici. Voilà. Ah, on est bien au Togo. Je sais que c'est une chance d'ailleurs. Comme je m'appelle Kodjo, même chez moi, on me dira c'est le Togolais là qui est rentré au pays. Mais bon, c'est vrai que, hormis ça, je suis resté ici jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, où après je suis parti en France directement pour rester avec mes parents, et là où j'ai fait toute ma vie. Et puis c'est vrai que la logique aurait voulu que quand j'ai pris suffisamment de maturité et que j'ai recommencé à venir en Afrique, que je vienne chez moi au Togo. Mais comme toute la famille se trouve au Bénin, c'est pour ça que je suis tout le temps au Bénin. Mais c'est vrai que je vais pas dire que mon cœur est partagé entre le Bénin et le Togo. Pour moi, c'est deux nations, mais pour moi, c'est une seule nation, en vérité. Et que je me considère aussi autant togolais que béninois, surtout que c'est ici que j'ai pris mon premier souffle de respiration. Donc je pense qu'en termes de symbole, ça signifie beaucoup de choses, et que dans la vie, il n'y a pas, rien n'est lié au hasard. Donc je pense que si je suis né au Togo, il doit y avoir une bonne raison. Oui, je suis né au Togo. Ensuite, concernant Djiby Dobo, on va dire que oui, il y a eu à un moment donné une séparation que moi-même je n'avais pas compris. Avec le temps, j'ai compris que ce n'est, en tout cas dans ma lecture, que ce n'est pas forcément un problème rationnel, mais c'est plus un problème où dans notre domaine, souvent il y a un début, c'est comme dans toute relation, il y a un début, il y a l'apothéose et puis il y a une fin. Et les fins, des fois, elles peuvent être douloureuses, et des fois, les histoires se terminent pas bien, ou elles deviennent en suspension pour reprendre plus tard. Peut-être que Djiby, c'est une histoire comme ça, puisqu'en ce moment, je suis en train de l'aider un petit peu. On est parti en studio dernièrement pour travailler sur un gros titre, et qu'il y a de fortes chances que je l'accompagne sur son prochain album. Mais je pense que la rupture qu'il y a eu, c'est aussi souvent nos artistes ne sont pas préparés au succès, et que quand ils ont la chance d'avoir un producteur ou quelqu'un en tout cas qui les élève dans leur carrière,
et qui sont pas préparés à ça. Quand la notoriété arrive, ils pensent que la notoriété est égale à la fortune financière. Alors que ce n'est pas le cas, parce que c'est comme dans tout process, il y a la phase de développement, la notoriété artistique, et quand on atteint vraiment le sommet au niveau de la notoriété, c'est là qu'on devient bancable, et là on va intéresser les partenaires économiques, que ce soit des marques qui vont vous prendre en brand ambassadeur, ou même les consommateurs qui vont vraiment être addicts à vos produits, donc aller acheter vos CD, quand vous faites un concert, ils vont remplir les salles, etc. Et là, vous devenez une machine de guerre financière. Et là, ça change votre vie. Mais souvent, nos artistes, ils pensent que quand la notoriété est là, eh ben, ça veut dire que le cash est là, alors qu'il y a un décalage, en fait. Et il me semble qu'avec Djiby, j'ai tellement voulu prouver à l'Afrique et au Bénin que c'est possible de prendre un artiste qui chante dans une langue locale et le rendre international, qu'on a poussé, que lui-même il était dépassé par son succès, et notamment même les gens autour de lui. Et là, parce qu'au début vous êtes seul, mais quand le succès frappe à la porte, même vos ennemis d'hier deviennent vos amis, même les gens qui vous réunissent dans votre famille, ils vous adorent. Et là, ne connaissant pas le business, ils peuvent vous induire en erreur. Et voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, il a demandé pardon tellement de fois. Bon, moi, j'étais tellement blessé dans ma chair parce que j'ai pris ce projet comme quelque chose de personnel. Mais avec le temps, bon, la raison nous rattrape et qu'aujourd'hui, on va manger ensemble. Comme je vous dis, je suis en train de travailler de sorte à lui redonner un peu de force pour qu'il retrouve au moins la place qu'il avait avant notre séparation. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous avez prévu pour le Togo? Tout ce que le Togo voudra, tout ce que je suis prêt à faire pour le Bénin, je suis prêt à le faire pour le Togo. Il faut juste que le Togo m'ouvre ses portes. Actuellement, c'est vrai que je suis en train de militer au Bénin pour justement essayer de changer le prisme du secteur de la culture en essayant en tout cas de leur démontrer que la culture ne doit plus être vue comme un secteur d'assisté social, mais plutôt une industrie mercantile, productive, où les gens gagnent de l'argent, font du business, et qui a des modèles qui ont déjà fait leurs preuves, et surtout des mécanismes qu'on peut mettre en place pour changer vraiment la vie des acteurs de nos industries, notamment de la musique, du cinéma et même des médias, etc. Donc c'est sur ça que je suis en train de me battre là-bas. C'est un schéma qui est reproductif dans toute l'Afrique francophone. Donc je pense que j'en ai parlé à quelqu'un, s'il arrive à m'avoir un rendez-vous avec son chef d'État ou quelqu'un de haut placé, le paquet est là, quoi. C'est rapide, hein, on peut mettre ça en place. J'ai beaucoup réfléchi, travaillé sur le projet, et ça va changer la vie de beaucoup d'artistes, de producteurs, etc. On a une dernière question aussi des auditeurs, et ça, j'écoute. Question, apparemment l'émission est vraiment écopée. Donc du coup, j'ai une question de Credo qui nous écrit depuis Thiésié, qui dit: nous sommes sans savoir que les artistes de façon générale vivent réellement de leur art à travers la réalisation de projets, spectacles, concerts, pour ne citer que ceci. Mais avec l'apparition de cette pandémie à coronavirus, comment vous, en tant que chaîne, vous arrivez à répondre favorablement à ces artistes-là qui sont perdus? Bon, dans cette question, il y a deux points de vue. Moi, en tant que média, je ne suis pas là pour régler les problèmes des artistes. Mais tant que je peux aider, accompagner, je le fais. Mais voilà. Maintenant, comme je vous disais juste avant, il y a des mécanismes qui existent qui permettent justement d'assister les artistes, même dans cette période de pandémie,
vous verrez qu'en France, il y a un fonds qui existe, qui n'est pas financé par l'État. D'accord? L'État a juste pris un décret qui permet, à travers la copie privée, de financer les acteurs du secteur, et qu'il paraît que ce fonds, pendant toute cette période de pandémie où les artistes n'avaient pas de spectacle, manquaient de revenus, et ben ce fonds a permis vraiment de sauver des vies, d'alimenter des gens. Et c'est ce genre de projet aujourd'hui que moi je porte, que j'ai envie vraiment que nos pays d'Afrique francophone bénéficient, parce que ça va permettre aussi d'avoir nos propres salles de spectacle. Le spectacle, ça sera bien. De financer des festivals, d'accompagner. En France, par exemple, ce fonds finance plus de 5000 projets chaque année portés par n'importe quel acteur du secteur. Ce fonds permet de construire des salles, d'accompagner des salles de spectacle tout au long de l'année, et ainsi de suite. Donc, c'est là, il faut juste une volonté. C'est ça, il faut une bonne des volonté. Décideurs, c'est tout. Ouais, justement, là, on va, parce que c'est, comme je disais aussi, en début d'émission, on a pas mal de rubriques très intéressantes dans les entreprendre. Donc, toutes les semaines, vous allez retrouver la rubrique Impact Digital avec Valentin. Donc, il maîtrise bien l'univers du digital. Donc, il va vous donner la parole pour vous poser quelques questions. Bonjour, Valentin. Bonjour. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Bon, merci d'avoir introduit cette nouvelle rubrique. Cette nouvelle rubrique va nous permettre d'échanger un peu sur l'univers des invités que nous aurons et voir quel est l'impact du digital dans leur univers. Et aujourd'hui, la transformation digitale dans l'industrie de la musique a totalement transformé cette industrie-là. On sait très bien, sans vouloir refaire tout l'historique de l'industrie de la musique, c'est qu'on sait qu'on est passé en fait de tout ce qui est, on va dire, les vinyles, les cassettes, les CD. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés au MP3. Mais il faut quand même se dire une chose, l'industrie de la musique, sous l'impact de la transformation digitale, a subi beaucoup de pertes quand même entre les années 2001 et 2014. Cette industrie a beaucoup souffert en perdant pratiquement plus de 40% de son chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle n'a pas vu venir les disruptions, elle n'a pas vu venir, en fait, les transformations qui ont été portées, bien entendu, par les nouvelles technologies. Et aussi, il y a eu une réaction aussi, on va dire, des acteurs à l'époque de l'industrie qui ont voulu, en quelque sorte, constituer des freins à l'avancée de la transformation, en fait, et de l'impact. Et au lieu de proposer des offres qui sont des offres légales, ils ont d'abord voulu empêcher l'émergence, on va dire, des offres qui étaient bien entendu à l'époque au début des offres pirates, parce que avec toutes les plateformes de téléchargement, avec l'avènement du MP3, avec Napster, iDonkey, Kazaa et autres, ces plateformes qui ont permis de télécharger la musique. Et donc, elles ont mis du temps à réagir parce qu'elles se sont mises d'abord dans une logique, on va dire, de défense, et au lieu de se mettre dans une logique de se dire que, bon, voilà, il y a des transformations qui sont réelles, quelle va être notre nouvelle proposition de valeur? Qu'est-ce que nous allons apporter aux consommateurs? Parce que ceux qu'ils ont voulu combattre, en fait, c'était leurs clients avant tout. Et donc ces clients-là, s'ils se sont tournés vers le piratage et la possibilité de pouvoir télécharger de la musique, c'est que quand même il y avait aussi un autre besoin, parce que les supports et les vecteurs en fait qui nous permettaient d'écouter la musique se sont au fur et à mesure dématérialisés et totalement, et entraînant en fait de nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la musique, elle reste, bien entendu, toujours universelle et intemporelle. Et nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui, et surtout félicitations pour votre combat que vous menez pour l'émergence des artistes africains et avec votre chaîne d'IBM. Mais nous allons aller, on va dire, un peu plus dans les détails pour s'intéresser un peu à l'impact de cette transformation sur votre activité.
dans la mesure où nous avons parlé de la dématérialisation avec l'avènement des nouveaux acteurs comme Spotify, Amazon Music, iTunes Music, il y a Deezer, voilà l'un des premiers en français qui était là. Et aujourd'hui, en tant que producteur, comment est-ce que vous vivez cette transformation sur votre activité? C'est bon? Oui. Je vous dirais que le digital est une opportunité de business dans la musique. Le digital a coulé les artistes, les labels indépendants. Parce que justement, cette transformation du secteur qui s'est opérée, on va dire à peu près sur 6-7 ans, a complètement a bouleversé le mécanisme du secteur. Les majors ont dû revoir leur fonctionnement. Ils ont rendu beaucoup de contrats parce qu'ils ne faisaient plus de chiffres. Les CD ne se vendaient plus. Mais en même temps, on ne comprenait pas comment on va faire de l'argent avec le digital. C'est surtout ça, en fait. C'est pas un refus, c'est une incompréhension. Du nouveau modèle économique qu'il fallait redéfinir. Mais c'était pas un modèle économique qui existait déjà, il fallait le repenser. Et le secteur étant dirigé par des conservateurs, des gens qui ont eu l'habitude d'un certain fonctionnement, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme dans toute chose en fait, quand il y a un bouleversement qui arrive, il faut un temps d'adaptation. Et c'est vrai que à partir du moment où le mécanisme a été compris, réévalué et ils ont créé un nouveau schéma de production, il y a eu un accompagnement aussi légal de la chose, parce que il a fallu que les États sortent des textes de loi condamnant la piraterie, parce que sans ça, il ne pourrait pas y avoir d'offres légales. et donc du coup, bon, en tout cas, pour dire que aujourd'hui, le digital a tué le secteur, mais aujourd'hui, 70% des revenus de l'industrie de la musique viennent du streaming. Et c'est le streaming qui a relancé ce secteur, et grâce au streaming, même quand il y a eu la pandémie, les artistes gagnent de l'argent, même en dormant, en restant chez eux. Grâce au digital aujourd'hui, ils font des spectacles en live de leur chambre pour leurs auditeurs de partout dans le monde. Donc c'est une opportunité qui s'est offerte à nous. Il a fallu du temps. Maintenant, l'Afrique a besoin aussi de sauter des étapes pour arriver rapidement à saisir cette opportunité. Et c'est ce que je dis à chaque fois, quand l'Afrique va comprendre vraiment le mécanisme, on va devenir le premier marché au monde en termes de consommation. Voilà. Vous avez bien résumé la chose. Ah non, je suis pas venu de Cotonou jusqu'à ici pour une émission si courte. Il nous reste 3 minutes. Là, il faut demander 2 heures là. J'entends le DG. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Oui, non, là, donc, donnez-nous juste une dernière question. Une petite dernière question, parce que il est important quand même, parce que vous avez parlé des transformations qui sont là, mais en tant que responsable, entrepreneur et directeur de chaîne de télévision, et là aussi, il y a aussi quelque chose qui est en train de se jouer, étant donné que le modèle économique aussi des chaînes de télévision est en train beaucoup d'évoluer, et puisque aujourd'hui, on assiste à l'émergence de toute cette plateforme de streaming, et puis ces plateformes de solutions de streaming de contenu du type Roku, Apple TV, et Google Chromecast, et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez la tendance par rapport à cela? Il faut s'adapter. Nous, on a la chance encore d'être un média pas classique, donc sur la niche musicale. On est Digital Black Music. On existe, on a toutes les applications aujourd'hui pour voir nos chaînes de télé. Toute notre communication est via les réseaux sociaux. On n'a jamais fait un panneau d'affichage. Donc on est vraiment au fait de la chose et que on va continuer à pousser. On est un média international, mondial, grâce au digital. Donc nous, on a vu que c'est une opportunité et on va pousser, on va essayer d'être leader sur ce segment-là. Voilà.
Un grand merci à toi, Valentin. C'est dommage, mais bon. C'est dommage, mais le temps est vraiment intéressant. La prochaine fois. La prochaine fois, il faudra revenir. Hein. Oui, c'est ça. Un grand merci à toi, Kodio, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à appeler pour des questions. Kodio donne aussi fait un masterclass depuis lundi sur sa page Facebook. Donc, vous pouvez aussi aller et suivre des informations concernant l'univers de la musique. Merci à tous. Je suis Mimi sur la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine. Mimi.